y a un chat qui s'est introduit dans l'hôpital, dans un des sites du CHU de Clermont-Ferrand, et qui visiblement était accueilli, ou en tout cas il y avait un certain bénéfice pour les patients qui évoluaient sur ce site-là. Et donc s'est posé la question de dire, ben, finalement, c'est peut-être une bonne chose, mais introduire un animal dans un milieu médical ou d'un milieu de soins, d'un secteur de soins, ça peut poser des questions. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne mette pas en péril tout ce que l'ensemble des soignants mettent en place pour éviter que des infections surviennent dans l'établissement de santé. Donc ça, c'est l'élément concret, on va dire, qui nous a fait toucher du doigt cette réflexion, de dire, mais les hygiénistes, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on risque et qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis après, l'autre versant, ou l'autre moment où je suis intervenu, où j'ai été sollicité toujours par Didier Vernet, c'était quand il a fait ce diplôme universitaire de relations d'aide et médiation animale, c'était qu'est-ce qu'il faut donner comme message aux stagiaires de ou participants à ce DU, pour faire en sorte qu'ils appréhendent ce risque-là chaque fois qu'ils vont proposer de la médiation animale. Alors je pense qu'on fait peur parce que chacun se dit est-ce que j'ai fait le maximum, est-ce que j'ai tout fait? Et que dans ce domaine-là, on peut pas jamais faire le maximum, il y a toujours un truc sur lequel on n'a pas vu venir, et que voilà. Et que peut-être que nous, hygiénistes, on se pose comme ça, on se pose un peu comme les gens qui vont dire il faut faire comme ci, comme ça, et si vous ne faites pas comme ci, comme ça, ça va être le drame et il va y avoir des catastrophes. Peut-être que c'est ce regard-là nous on impulse quand on intervient, et dans la médiation animale, c'est pas impossible que les gens se disent mais comment je peux faire pour maîtriser tout ça? Et du coup, l'hygiéniste arrive et il va m'interdire en plus, il va me dire que c'est trop, que c'est pas possible et que je peux pas le faire, et voilà, alors qu'eux, ils sont, vous avez senti dans l'ambiance qu'il y a, l'investissement, tout l'affectif qu'il y a dans cette démarche-là, et je pense que pour eux, c'est dur de se dire il va remettre en cause mon affaire, quoi. Mais j'aimerais bien que je sois pas vu comme celui qui vient faire la bataille, justement. J'aimerais bien être celui qui va rendre possible, on va dire. C'est amusant parce que le mot gale n'a pas besoin, il n'y a pas besoin de mettre un animal pour que ça inquiète tout le monde. On a des épidémies de gale, que ce soit à l'école, que ce soit dans les collectivités de personnes âgées ou même à l'hôpital. Et je peux vous garantir que les soignants, qui ne sont pas les premiers concernés le plus souvent par la gale, ça les met dans une ambiance catastrophique. Moi je pense que c'est important que chacun sache que la gale animale, c'est pas du tout la même chose que la gale humaine. Le Sarcops cabei, qui est l'agent de la gale humaine, n'a rien à voir avec le Sarcops animal. Autant l'animal peut être temporairement vecteur, je veux dire, voilà, mais c'est un parasite qui est strictement humain. Donc finalement, quand il y a de la gale qui survient, c'est qu'il y a un humain qui l'a ramené, c'est pas un animal. Donc je pense qu'il faut le détacher du problème animal. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne que toutes les relations entre humains, avec des animaux, il y a forcément un échange de germes. On ne peut pas le faire sans. Et que chez quelqu'un, avec un gros mot, je dirais immunocompétent, qui est capable de se défendre contre un agent étranger, en l'occurrence une bactérie, un virus, un parasite ou un champignon, va vivre ça très bien. Cet échange, ça ne lui posera pas de problème, parce que c'est fait partie des germes qu'on rencontre. À partir du moment où il y a effraction cutanée, où il y a cathéter dans la peau, dans une veine, où il y a des barrières naturelles que d'habitude on a, qui est rompue, il y a un risque, quel que soit le germe, on peut dire, et même des germes contre lesquels il n'y aurait pas eu de problème auparavant. Et là, il faut qu'on soit vigilant. Dans les milieux de soins, on a des gens qui ont un système immunitaire défaillant, que ce soit à cause d'une maladie, que ce soit à cause d'un médicament, que ce soit à cause de l'âge, ou à cause de l'âge extrême avancé, ou l'âge très très jeune, les nouveau-nés. On a des gens qui vont pas répondre de manière optimale à une agression microbienne, pour prendre tous les agents. Donc il y a ce problème d'évaluer la susceptibilité des patients, ou on va dire des bénéficiaires de la médiation animale, évaluer les germes, enfin les gestes qu'on va faire et qui peuvent véhiculer des germes,
Est-ce qu'il y a un cathéter? Est-ce qu'il y a une plaie? Est-ce qu'il y a toutes ces choses-là? Et puis après, une fois qu'on a fait cette évaluation-là, on se dit, bon ben, est-ce que c'est possible ou pas possible? Ou qu'est-ce que je peux mettre comme barrière pour éviter cet événement-là? La première, c'est pour moi, enfin une hygiéniste, et tous les hygiénistes diront ça, c'est d'avoir une hygiène des mains qui soit la plus rigoureuse possible. Et puis après, ben, c'est dire, ben, on va éviter que ça touche, ou on va mettre une barrière, on va mettre un pansement qui soit plus hermétique, ou on va protéger l'environnement pour que le chien puisse monter sur le lit, ou on va, enfin, ces différentes manières qui permettent, quand on attend un véritable bénéfice des patients, je pense que c'est dommage de s'en passer sur un risque qui peut être maîtrisé. Je réagis très vivement lorsque je vois un chien lécher une personne. La bouche d'un chien véhicule un certain nombre de germes que nous, dont on n'a pas forcément les capacités de se défendre. Et la bouche, les muqueuses, c'est une ouverture. Heureusement, ça se passe bien dans 95% des cas. Et tous les enfants qui se font lécher ne font pas une maladie infectieuse au décours. Mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Et ce que je redoute le plus, c'est ce que je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est le léchage passif, c'est-à-dire le chien qui va lécher quelqu'un qui n'est pas capable de se défendre ou de réagir lui-même. Peut-être que s'il avait toutes ses capacités cognitives, je pense aux personnes âgées ou aux enfants en très bas âge, le chien qui lèche un enfant ou une personne qui n'est pas en capacité d'avoir un mouvement de recul ou de dire stop, pour moi c'est violent comme image. Et je pense que nous, on a une certaine responsabilité, soit en tant qu'intervenant dans la médiation animale, soit en tant que, pour moi-même, hygiéniste, de mettre en garde sur cette démarche-là. Je pense qu'il faut... Oui, s'il n'y a pas d'accord et s'il n'y a pas de... Oui, moi, je serais assez vindicatif si l'animal n'est pas capable de se comporter, de ne pas le faire. Il faut s'imaginer que nos propres microbes peuvent être à l'origine d'une infection. C'est-à-dire que j'ai du staphylocoque sur la peau et je peux faire une infection grave à staphylocoque. J'ai du streptocoque dans la bouche et je peux faire des maladies graves à streptocoque. Et c'est pas toujours facile à intégrer cette notion-là de dire je suis un porteur de pathogènes, de microbes qui peuvent donner des maladies. Mais et là c'est compliqué, si je suis fragile, le même microbe avec lequel je vivais bien, tout se passait bien, hop, il devient pathogène, il est capable de déclencher une maladie. Et donc c'est compliqué de naviguer avec tout ça. Pour moi, la médiation, vous avez 3 intervenants, vous avez le bénéficiaire, vous avez l'animal, vous avez l'accompagnant, mais vous oubliez que tous les 3 sont porteurs de microbes. Et que vous allez partager beaucoup de choses, beaucoup de savoir, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, mais vous allez aussi partager des microbes.